نستقبلوا معنا السي عبد القادر التيودي. مرحبا بك سي عبد القادر. مساء الخير. Bonsoir. Abdullah, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci à vous. مرحبا بك, vraiment vous êtes le bienvenu chez Bookspace. C'est un grand honneur de vous recevoir ici parmi nous. J'ai lu la moitié, pour ne pas dire la totalité, j'ai lu la moitié parce que j'ai pas eu assez de temps pour de lire votre roman qui s'appelle Du Maktoub à la destinée. Tout d'abord, donc on va commencer par le commencement. Du Maktoub à la destinée, c'est votre premier roman et c'est à 60 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, si Abdelkader? Bon, d'abord, c'est un peu plus que 60 ans quand même. Ouais. Moi, j'essaie de vous rajeunir. Hein. Oui. Bon, tout simplement, c'est passé comme ça, sans me rendre compte exactement qu'en cas que je pouvais écrire. Des fois, on a cette impression que c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire, et puis voilà. Mais à un certain moment, bon, je côtoyais un très bon ami, je l'ai côtoyé pendant longtemps, et là, c'est un féru de littérature. Je l'ai vu faire, il écrit beaucoup justement, mais il n'édite jamais. Il m'a donné, bon, la première idée. En fait, la première idée, ce n'était pas pour écrire un roman. C'était beaucoup plus pour écrire un scénario. J'ai commencé par écrire un scénario. D'accord. Il n'a pas été traduit en film, bon, pour des raisons plutôt personnelles. Sinon, je vais trop m'étendre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas commencer par l'écrire en roman plutôt qu'en scénario et voir après si, pour l'adapter, il est déjà adapté en quelque sorte, mais pourquoi pas en roman. Et voilà ce que j'ai fait, et puis je me suis mis, et maintenant j'ai fait c'est-à-dire j'ai changé, l'histoire est restée la même en fait, mais j'ai ajouté des descriptions, quelques scènes, et voilà, et puis pour en faire un roman. Si vous êtes à la moitié, vous n'avez encore rien lu. Parce que oui, le meilleur, c'est à la fin. Ok, parfait. Juste une question qui n'est pas dans le programme, mais juste parce que là, vous avez choisi d'écrire un roman, mais pas un scénario. Pourquoi au début c'était un scénario? Est-ce que pourtant l'Algérie n'a pas une grande culture de cinéma? Pas encore. Franchement, pas encore. Et ils font ce qu'ils peuvent, mais pas encore. Les cinémas restent encore fermés. Et puis voilà, toute la culture était quelque chose dont on s'occupait pas beaucoup. Et le cinéma en particulier. Maintenant, bon, ça commence petit à petit. Il y a des festivals et tout ce qui s'ensuit. Malheureusement, ça s'arrête au festival. Là, vous avez touché ce que je ne voulais pas dire. Tous les films, ça reste au festival. D'accord. Parce c'est-à-dire, c'est une barrière. Après, ils ne peuvent pas être vus, étant donné qu'il n'y a pas de salle de cinéma. C'est ça le drame. Et puis bon, maintenant, ils ont essayé de réhabiliter quelques salles, mais ça prend du temps pour réhabituer les gens. C'est très, très difficile maintenant avec les médias, maintenant avec Internet et tout ce qui s'ensuit, avec toutes les plateformes pour voir les films. Ça devient de plus en plus difficile, franchement. Et voilà, les gens s'intéressent beaucoup. L'État fait beaucoup de choses pour réhabiliter le cinéma. Et ça va demander du temps. D'accord. Et faire un film, voilà ce que je voulais pas dire tout à l'heure. Faire un film pour qu'il reste embobiné, pour qu'il ne passe pas nulle part, c'est pas intéressant. D'accord. C'est pareil, c'est pareil pour le livre. Le livre, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, pourquoi vous ne l'avez pas écrit en Algérie? Voilà, c'est une des prochaines questions. Votre roman, il est édité en France, pourquoi pas en Algérie, justement? Oui, il n'est pas édité en Algérie parce que ce qui se passe en Algérie, l'État fait tout son possible. L'éditeur, le livre est subventionné. L'éditeur, il reçoit l'argent, il empoche l'argent.
Et puis le livre, bon, il passe dans des bibliothèques, tout ça, sans aucun résultat. Je vais vous dire une chose, moi j'ai été longtemps artiste, musicien en particulier. Et je sais que le musicien, tout ce qu'il reçoit en bien, ce n'est pas d'avoir l'argent, c'est l'applaudimètre. Est-ce qu'on l'a entendu? Est-ce qu'il a bien joué? C'est la même chose dans l'écriture. Écrire un livre et savoir qu'il n'est pas lu, ça ne sert à rien. C'est pour ça que j'ai commencé par l'éditer en France. Pour qu'il soit d'abord lu, j'aurai cette satisfaction. Ensuite, je pense de traduire d'abord. Parce qu'en Algérie, maintenant, la plupart des jeunes, à 90%, les gens maintenant, ils lisent en arabe. Donc, il faudrait d'abord que je le traduise. C'est comme en Tunisie, hein? Pour qu'il soit lu en Algérie. Parce qu'un livre qui est écrit et qui n'est pas lu, ça ne sert absolument à rien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Mais, est-ce que ça commence à changer? Est-ce qu'il y a une jeunesse qui commence à lire en français ou à changer les habitudes en Algérie? Ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal et ça va même très très vite. Grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, les gens s'intéressent. Je vis même des gens, choses que je ne voyais jamais. Il y a des gens dans ma ville, par exemple, qui sont bénévoles et qui se mettent là, qui déposent des livres sur la place publique et qu'ils donnent gratuitement aux gens pour qu'ils les lisent. C'est vraiment encourageant. En attendant la reprise des librairies et tout ce qui s'ensuit, petit à petit, mais ça va bouger. J'ai l'impression que ça va bouger. Les gens s'intéressent de plus en plus à la littérature. Chose qui n'était pas avant, chose qui n'existait pas il y a une dizaine d'années, 20 ans, une vingtaine d'années. Voilà. D'accord. Mais, donc, votre roman, revenons à votre roman qui s'appelle Du Maktoub Baladi. C'est l'histoire de deux cousins qui vont en France, c'est-à-dire qui vont immigrer en France. Et ensuite, lorsqu'ils ont leur papier, c'est ça, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Ils vont essayer de chercher quelqu'un, un ex-militaire, que vous appelez l'ennemi, qui a aidé leur oncle pendant la guerre d'Algérie. Oui. Et revenir avec lui en Algérie. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et là, en Algérie, il se passera beaucoup de choses. On va pas essayer de spoiler ce qui se passe. Mais donc, l'idée du roman, vous y pensez depuis longtemps? Oui, oui. J'avais l'idée depuis assez longtemps quand même. Et là, j'hésitais pour écrire. Je voulais passer par une nouvelle et puis je me suis dit, c'est trop court. Et là, écrire un roman, ça me paraissait quelque chose d'énorme. Mais là, quand on a la volonté, quand on s'y met, dès qu'on prend le stylo, on ne s'arrête plus. Est-ce que l'histoire allait changer en cours de route? Non. Non, pas tellement. Non, pas tellement. Pas tellement. Mais oui. L'écrivain tunisien Walid Hamdi, il vous pose la question, pouvez-vous quantifier être lu en Algérie? Quantifier? Oui, en nombre de ventes de copies en Algérie, en moyenne, un livre, est-ce que vous pouvez le quantifier? Est-ce que vous pouvez nous dire un chiffre? Quand il sort, en fait, quand il sort de librairie, c'est en milliers. Je dis bien en milliers. Mais là, combien sont lus? Là, c'est un autre problème. Souvent, c'est des livres qui sont donnés gratuitement par l'État à des bibliothèques, la Bibliothèque nationale, des bibliothèques régionales, des bibliothèques d'université, de lycées. Mais là, pour être lu, les gens ne sont pas encore... ça commence, je vous dis, ça commence petit à petit. Et ils font des efforts vers les enfants, c'est-à-dire pour essayer d'élever une génération qui lit. Ils font beaucoup d'efforts vis-à-vis des enfants. Et là, ça commence à venir. On voit dans la capitale déjà, ça commence à bouger de plus en plus. D'accord.
Sinon, bon, on va revenir à votre roman. Donc, le roman part de l'Algérie, d'un village, d'une ville, une ville qui s'appelle Bchar, c'est ça, Bchar? C'est ça. Ça s'appelle, ça se prononce comme ça, Bchar. Hein? Béchar. Béchar, voilà. Donc, une ville qui s'appelle Béchar. Donc, pour atterrir en France et revenir au bled, ben, pensez-vous que le retour aux sources est une évidence? Parce que là, ils partent en France, puis ils reviennent en Algérie. Est-ce que c'est une évidence de revenir? Eh bien oui, c'est-à-dire parce que d'abord, ils avaient une mission. En fait, ils reviennent pour un temps. Ou plutôt, j'aime pas donner toutes les précisions parce que sinon, il n'y a plus besoin de lire le livre. Ah, oui, il y en a un qui voulait retourner en France et l'autre, il n'a pas beaucoup aimé. D'accord. Et voilà, il y a des choses qu'il n'a pas appréciées en France, surtout le côté un peu l'histoire du racisme qui gêne beaucoup les Algériens là-bas. Et puis, c'est pas évident aussi de s'installer. Les gens, quand ils sont ici, ils ont l'impression que c'est l'Eldorado quand ils vont arriver là-bas. Et puis voilà, c'est des voitures qu'ils vont avoir et tout ça. Mais c'est toute une autre histoire. Les gens se trompent, c'est-à-dire la jeunesse se trompe. Ici en Algérie, je ne rentre pas dans les détails, mais ici en Algérie, les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail, alors qu'il y a du travail. Ils veulent aller pour changer d'air, pour changer de vie. Ils n'ont peut-être pas assez de liberté. C'est ça ce qui les amène là-bas. Mais ça n'a rien à voir avec le travail. Parce qu'ici, je connais beaucoup d'entreprises, je connais beaucoup d'administrations et tout ça qui cherchent des employés qui ne les trouvent pas. Par contre, vous avez des jeunes qui prennent comme ça le risque de traverser la mer, comme ces deux jeunes dont je parle, et de s'en aller à l'aventure. Il y en a un qui était vraiment déçu, l'autre, bon, l'autre non, parce qu'il a eu un rapprochement, bon, il s'est amouraché avec une jeune fille française, et voilà, c'était un peu beaucoup mieux pour lui. D'ailleurs, il est venu en Algérie. Justement, donc l'image que vous donnez maintenant, c'est-à-dire que les jeunes qui ne veulent pas travailler, donc dès le début du roman, vous attachez plein de clichés à la jeunesse algérienne, donc des machos, des protecteurs, des égoïstes, des fainéants. Est-ce que vous pensez que c'est général à tous les jeunes algériens? Égoïste et fainéant, j'ai pas dit. Non, c'est ce qui semble. D'après macho, oui. Macho, bon, avec les filles. Oui. Non, oui, fainéant. Non, fainéant, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire les gens ne veulent pas, c'est-à-dire quand ils veulent travailler, ils veulent avoir un métier bien rémunéré et tout de suite. Vous voyez? En quelque sorte, c'est des assistés. Notre pays les a habitués à ce style de vie. Il leur donne des logements, il leur donne du travail, il leur donne des crédits pour ouvrir des sociétés. Et puis ils ont été élevés comme ça. Même leurs parents les ont élevés comme ça, dans ce système-là. Et même ça, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire ils n'ont pas assez de... Ils cherchent la liberté, voilà. Beaucoup plus. Même on risque d'être mal vu, d'être piétiné, aller en France, s'amuser, je ne sais pas moi, de toutes sortes, et voir la vie. Ils sont libres parce qu'ils peuvent penser à aller dans d'autres pays une fois qu'ils sont en France. Et voilà, mais c'est tout. Et là, rester là, il n'y a pas beaucoup d'activités et puis qui les intéressent plutôt. Voilà, ça leur plaît beaucoup plus ailleurs que de rester ici. C'est pas qu'ils soient fainéants, parce qu'on les a vus travailler. Quand ils sont ailleurs, c'est des gens qui bossent, mais c'est de vrais travailleurs. Il y a l'anecdote, bon, même, quelqu'un m'a raconté, il a ramené des Algériens qu'il a vu travailler en France. Les gens qui se levaient à 5 heures du matin, ils rentraient à 19 heures, ils faisaient, je sais pas, leur 18 heures de travail, etc. Ils arrivaient, ils faisaient leur ménage, tout ce qu'on suit. Une fois arrivés en Algérie, ils les ont pris dans un chantier, ils ont pris le pli,
Et c'est devenu comme les autres dans le chantier. Il travaille pour moi. Il ne venait pas tous les jours. Oui, bon, c'est la même personne, c'est bizarre. C'est exactement la même personne. Donc il y a quelque chose là derrière. Et puis il y a cette... vous savez, je le dis toujours, le pétrole n'a pas fait que le bonheur de l'Algérie. Pas seulement. Parce qu'il est beaucoup pour ça. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent. Ils ne trouvent pas de travailleurs. Ils se plaignent. Leur champ, j'ai vu l'autre fois à la télévision, quelqu'un qui parlait, il a dit à 4000 dinars la journée. Ils ne trouvaient pas de travailleurs, mais c'est impossible. Ils sont tous dans la rue. Alors, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ils ont été habitués. L'Algérie toujours les a habitués, les a toujours donné ce qu'ils voulaient. Et voilà. Voilà. Donc, notre ami Walid Hamdi, c'est un écrivain tunisien, il vous dit, voilà, l'Algérie, c'est le pays des assistés. Daoula Kimassamir, c'est une mer. On appelle comme ça en Algérie, c'est la mer. Oui. Notre président dit autre chose, il dit c'est la vache à traire. Il aurait dit ça, il y a la vache à plus. Il faut travailler. Chacun a sa vision des choses. voilà ميسا قالت لك بشار c'est في الجنوب الغربي للجزائر c'est ça oui exactement voilà bravo Maïs donc sinon donc dès le début donc les personnages principaux sont des Algériens mais le roman est édité en France. À qui s'adresse ce roman? Aux Algériens ou bien aux Français? Il s'adresse aux deux peuples, parce que les deux peuples ont vécu, c'est-à-dire ils ont ressenti ce qui s'est passé pendant la guerre. Je parle bien des peuples, pas des gouvernants. Les deux peuples ont subi presque la même chose. Ils ont subi la peur, ils ont subi la terreur, et voilà. Bon, les Algériens beaucoup plus que les autres, évidemment. Donc ça s'adresse aux deux. Et puis il y a des non-dits. Il y a quelques non-dits. Personne ne parle de ces appelés, ils sont très rares, mais qui ont aidé l'Algérie, comme ce monsieur Pierre. Il a fait la rencontre parce qu'il est allé faire ses petits besoins. Ils étaient en plein accrochage. Il a fait la rencontre de monsieur Bouzienne. Au lieu de lui tirer dessus, au contraire, il l'a fait fuir. Il l'a aidé à fuir. C'est pour ça que M. Bouziel lui est resté reconnaissant, même pendant 50 ans. Aux deux neveux, il leur a dit, il faut que vous me cherchiez, s'il est en vie, il faut que vous me cherchiez. Ils l'ont trouvé et puis ils lui ont passé comme ça par caméra interposée. Et là, c'était les pleurs et c'était beaucoup de choses parce que quand même, il lui a sauvé la vie en quelque sorte. Il s'est appelé s'il avait été s'il avait été attrapé par l'armée française, c'est la cour martiale directe, hein, parce que là, c'est un acte de lâcheté. Mais il a aidé l'Algérie en quelque sorte. Et M. Bouzienne lui était très reconnaissant. D'accord. Voilà. Donc, vous utilisez des phrases longues dans votre roman, c'est ça qui a retenu mon attention, avec d'excellentes descriptions, vous décrivez tout excellemment, avec des métaphores. Quelles sont les lectures qui ont influencé votre plume pour que ce soit comme ça? Bon, je lis tout ce que j'ai entre les mains. Tout. Mais qu'est-ce qui vous a influencé? Rien de particulier. Vous pensez que vous êtes influencé par les écrivains français ou bien les écrivains américains ou la littérature russe? Tout ce qui est écrit en français, parce que notre culture, nous, ceux de ma génération, on a fait l'école en français. Il n'y avait pas d'arabe dans le temps. Donc tout ce qui est écrit, que ce soit américain, que ce soit russe, que ce soit tout ce qui est bon à lire, et puis ce qu'on peut trouver entre les mains. Parce que encore, c'est pas évident, comme j'ai dit tout à l'heure. Les librairies n'existent pratiquement plus, surtout dans une petite ville comme la nôtre. Donc on s'échange, quand on parle en France, on ramène ce qu'on peut, parce que c'est quand même lourd. Et puis
quand on va aussi dans les grandes villes comme Alger et tout ça, on fait le plein et voilà. Quand on ne trouve rien à lire, eh ben, c'est des revues, c'est des journaux. Voilà, on ne reste jamais en panne. D'accord. Salah Chakroun, elle vous pose la question, est-ce que c'est un roman de patriotisme? J'ai pas cherché à le faire comme ça, non. Non, j'écris pour exprimer mes ressentiments, pour faire la lumière sur le comportement de ce militaire de l'armée française, pour dénoncer aussi l'amalgame entre le terrorisme et ce qui se passe vraiment, parce que souvent c'est du banditisme. Et puis on le passe ils se font passer pour des terroristes et pour des musulmans et tout ce qui s'ensuit, mais c'est pour se faire de l'argent et ça n'a rien à voir. Hein. C'est des moralistes sanguinaires en quelque sorte. J'ai écrit pour remettre sur la table les droits de la femme qui sont bafouillés. J'ai écrit aussi pour parler de tout ce qui se passe en France, y compris le côté raciste. Tout ce qui est raciste, etc. en France, et tout ce qui s'ensuit, il y a un racisme rampant et tout ce qui s'ensuit. Des jeunes, quand ils vont là-bas, tout ce qu'ils subissent, etc. Jusqu'à ce qu'ils regrettent d'être allés en France. Et voilà, c'est ça, je voulais exprimer un peu du tout. C'est un mélange de récits, c'est une fiction, mais c'est un mélange de récits. Oui, d'accord. L'événement qui aurait pu se passer, mais quand on les réunit ensemble, ça fait beaucoup plus, ça fait trop de choses, donc ça prend une forme de fiction. Oui, justement, c'est une fiction et... sans aller à expliquer ce qui se passe à la fin, mais voilà. Donc, juste je vais vous dire, c'est un roman de destin qui m'a marqué le titre intérieur et vraiment ça se lit rapidement et c'est facile à lire et en même temps c'est agréable à lire. Voilà, c'est ce que je vais essayer de dire. Donc, j'attendais une question. Ah, une question. Non, la question, elle est là. Vous utilisez une photo réalisée par vous-même. C'est ce que j'ai remarqué parce que j'ai vérifié sur la couverture. C'est la photo d'un arbre dans un Sahara. Est-ce qu'il y a un message à passer à travers cette photo? Est-ce que ça aurait pu être une photo de la France, puisque les deux cousins, ils vont en France au début et c'est un ex-militaire français qui est dessus, qui est dans l'histoire. Ça aurait pu être une photo de la France, mais ça, c'est un arbre du Sahara de l'Algérie. La preuve que vous n'avez pas tout lu. Oui, ça se voit. Oui, parce que justement, à la fin, j'ai envoyé 3 photos, en fait. J'ai choisi 3 photos, 3 portraits, pardon. J'ai envoyé 3 portraits à l'éditeur, il a choisi celle-ci. Mais toutes les photos que j'ai envoyées représentent le Sahara, le désert, donc la solitude, l'angoisse, la peur aussi. C'est aussi joli qu'angoissant. Quand je mène le lecteur dans les oasis, là c'est quelque chose de luxuriant, il y a de l'eau, il y a tout ce qui s'ensuit, de vivant et tout ça. Mais le passage d'abord, et puis à un certain moment, il y a une partie des explorateurs qui se perdent en plein désert. Et là, c'est la peur de ne pas trouver d'eau et tout ce qui s'ensuit, vous voyez. J'hésite à tout donner, parce que là, il vaut mieux lui laisser quelque chose à dire quand même. Oui. Alors, donc, l'image que j'ai choisie, justement, elle reflète la peur et l'angoisse. D'accord. Donc, revenons au marché algérien de la lecture. En discutant avec vous hors caméra, vous avez cité une jeunesse qui lit en Algérie. Pensez-vous intéressant pour les auteurs tunisiens et vice-versa? Absolument. Absolument. Là, on voit que les gens s'intéressent à la lecture, et surtout à la lecture aussi tunisienne. On le voit surtout au cours de
la foire internationale du livre. Vous voyez, les stands tunisiens ne désemplissent pas. Hein. Les gens s'intéressent beaucoup aux écrivains tunisiens. On le voit à chaque fois qu'il y a la foire internationale du livre. Et c'est réciproque aussi pour les Algériens. Là, quand il y a la foire, les gens en profitent pour venir de toutes les grandes villes pour faire le plein. Ils savent qu'il n'y a pas de librairie. La seule chance qu'ils ont, c'est quand il y a la foire. Et alors là, ils remplissent des sacs pleins, en quelque sorte. Parce que là, c'est la réserve d'un an, pratiquement. Après, bon, ils font l'échange. Voilà. Ce que je vous dis ne se passe pas à la capitale. À la capitale, bon, il y a beaucoup plus de librairies, ils ouvrent de plus en plus. Mais là, dans des petites villes de l'intérieur, les gens n'hésitent pas à faire le voyage, 1200 km pour aller s'approvisionner. Et là, il y a des livres de tous les pays du monde. D'accord. Le stand tunisien, je suis souvent passé, il ne désemplit pas. Hein. Tant mieux pour nous en tout cas. Hein. Mais avez-vous l'intention de proposer votre roman à un éditeur tunisien? Est-ce que votre contrat avec votre éditeur français vous le permet? Il le permet, absolument. L'éditeur n'a qu'à faire la demande à mon éditeur français, celui qui est intéressé. Il fait la demande à mon éditeur et moi je ne vois pas d'inconvénient. Au contraire, c'est avec un grand plaisir. Parfait. Ben, c'est un appel, voilà, aux éditeurs tunisiens qui veulent s'approprier le livre du Maktoub à la destinée. C'est un excellent livre et moi je le recommande vraiment personnellement. Mais votre roman est en vente un peu partout dans le monde, sur plusieurs plateformes. Est-ce que cette aventure, elle vous encourage à écrire un second roman? Oui, j'ai commencé déjà à écrire un deuxième roman. Je suis presque à la moitié. Ah, ben parfait. Mais il s'appelle L'abus de patience. C'est un policier, mais pas que. C'est l'écrivain Walid Hamdi, il vous passe la question. Est-ce que vous avez entendu parler de Tab Jalloun et Yasmina Khadra et le conflit qu'il y a entre eux? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Si je suis en train de suivre, mais je trouve ça tout à fait ridicule. Ben, ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. À mon avis, hein, personnellement. Normalement, bon, on voit ça partout. Quand il y a chaque fois que chez les musiciens, chez les écrivains, c'est le lecteur qui choisit. Ce n'est pas l'écrivain. L'écrivain, il est là, il produit ce qu'il a à produire. Mais si c'était des lecteurs qui avaient dit ça, bon, j'aurais pris ça au sérieux. Mais là, des écrivains entre eux, c'est vraiment, je sais pas. C'est une question de jalousie. Chacun a son style différent. Medjeloul a son style, Yasmina Khadra a son style. Tout simplement, c'est l'écrivain qui décide. Voilà. D'accord. Si Abdelkader Touti, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. C'est réciproque. J'ai adoré vous et vraiment c'est plein de bonté, plein de bonne énergie, plein de bonne Algérie. Vraiment, j'ai adoré discuter. J'ai vraiment découvert une autre Algérie à travers votre livre et vraiment découvert à travers vous vraiment quelque part une part des Algériens et vraiment j'aimerais bien que un jour on se rencontre, Inch'Allah. Si vous êtes en Tunisie, j'aurai un petit café ou bien un dîner, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup. Et vous, si vous venez en Algérie, et surtout si vous venez au Sahara, vous savez, notre hospitalité est légendaire. Ah, pareil pour les Tunisiens. On est connu à travers le monde. Ah, tant mieux. On viendra. Merci beaucoup. Si vous avez une minute, je vous raconte une anecdote. Oui, vas-y. On passait dans un Ksar. D'accord. On était 2 bus. Il était midi, mais on était en retard. Et on passait les petites ruelles.
On a croisé quelqu'un qui allait à la mosquée, parce que c'était un vendredi. Il était habillé comme ça, on est là-bas et tout ça. Bonjour, comment allez-vous? Mais où est-ce que vous allez? Voilà. Il m'a dit, bon, j'allais à la mosquée, mais venez chez moi. Mais on est nombreux, on est 2 bus. Il a dit, mais venez, ne vous inquiétez pas. Il nous a fait rentrer. Il a égorgé un mouton. Il nous a fait à manger, un couscous pour une 50aine de personnes. Et on est resté tout l'après-midi. Il a appelé les musiciens de Simimoun, ce qu'on appelle Ahlil. Ils nous ont fait la musique. Et ils ont fait en sorte comme si c'était un mariage. Et ils nous ont retenus jusqu'à la nuit. Mais le gars, il n'avait pas de quoi manger. On se demande, on lui a proposé de rembourser tout ça. Il ne voulait rien savoir. Il a dit, ça, c'est mon plaisir. Voilà, point final. Il a travaillé, il devait aller travailler pour ça, pour rattraper ça pendant des mois et des mois. Mais il n'est pas le seul. Ça n'existe plus des gens comme ça. Si, encore. Ouais. Ouais. Tant mieux. Oh, non. Il vous dit l'Algérie que j'aime. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Abdelkader. On parle peut-être dans votre prochain roman pour en parler aussi, encore une fois. Merci beaucoup. Aïchek, ciao. Au revoir.